Le design low-tech est un sujet mystérieux. Dans un environnement luxuriant à l'occasion de l'UXConf, Pierre-Alex, un designer low-tech expérimenté, nous raconte ses expériences et anecdotes enrichissantes. Rejoignez le Slack TCT, partenaire de la saison 7 de Parlons Design. C'est la référence des product designers en France, une communauté bienveillante entre passionnés. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Salut Pierre. Salut Romain, merci de m'accueillir. Alors, c'est un plaisir, on est dans un environnement en plus assez sympa, les cerfs d'Auteuil, et vous entendez peut-être les petits oiseaux. Ça serait difficile de ne pas les entendre, je pense même. Clairement, ce serait dommage que vous ratiez ça. Est-ce que tu peux t'introduire très rapidement pour les auditeurs ? Qui es-tu ? Alors, je m'appelle Pierre-Alex, je suis designer de produits et d'interfaces et fasciné par les interactions. Donc, je travaille sur des produits et des services et des interfaces numériques. Donc, pas mal de domaines différents. La santé, l'éducation, le médical, beaucoup. Et j'ai une agence qui s'appelle Distorsion, on est deux, avec Étienne Poitou, qui est salarié. Et petite équipe, on bosse principalement en Rhône-Alpes avec des startups dans les domaines que je t'ai dit. Eh bien, ravi. Aujourd'hui, on est là pour parler de low-tech. C'était le sujet de la conférence que tu as donnée là, il y a une demi-heure, une heure. Ouais, c'est tout chaud. Déjà, comment tu es tombé dans ce sujet-là, du low-tech ? Je pense que comme tous les designers, on est fasciné par les trucs nouveaux. Voilà, il y a cette chose-là. Et en même temps, quand dans la conférence, c'est que on est souvent pas très armé au niveau philosophique, culturel, politique, pour vraiment affronter ces sujets avec, disons, le niveau de connaissance qu'il faudrait. Donc, on apprend au fur et à mesure. De toute façon, c'est vrai qu'on est plus des faiseurs que des penseurs, mais voilà, moi, ça m'a toujours en même temps fasciné et également beaucoup interrogé quant à certaines finalités, et notamment dans les incompatibilités assez fortes entre nos avancées technologiques et les impératifs écologiques auxquels on est de plus en plus en train de se heurter. Voilà. Et concrètement, là, pour les auditeurs, c'est aussi un sujet, je trouve, assez vague, le low-tech, quand on en parle. Pour toi, appliqué au design, et peut-être plus particulièrement au numérique, comment ça s'incarne ? Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, sur introduire un novice complet Déjà, il faut rendre aux gens qui font ce travail, justement, de vulgarisation, leur travail. Hein, voilà, moi, je ferai un très mauvais copier-coller du travail d'un Philippe Biwix ou d'un Gauthier Roussil, dont je conseille la lecture du e-book qui est disponible gratuitement, qui s'appelle Situer le numérique, qui est très, très éclairant. Voilà. La low-tech, effectivement, c'est un concept très vague. Voilà, on pense Fab Lab, on pense bricolage. On se dit vaguement que c'est bien parce que ça s'oppose à la high-tech. Voilà. Mais je pense que quand on y réfléchit et quand on lit un peu sur ces questions, le fait que ce soit low, c'est pas simplement parce que on a moins de quantité, de qualité, de technologie, et c'est aussi un choix. Enfin, on lit le choix dans le mot même, d'accord. Et du coup, pour moi, la low-tech, c'est avant tout un discours sur la technologie, donc voilà, qui se fait par l'expérimentation, mais c'est vrai que je le vois d'abord comme un discours avant d'être un marché ou des vraies solutions à appliquer. Pour moi, c'est d'abord des outils de réflexion, des outils critiques et des outils qui permettent aussi de maqueter, de prototyper des futurs possibles. Voilà. Ok, ouais, ça tend presque plus vers la façon de penser, vers le principe de design, que vers une incarnation hyper tangible. C'est très compliqué. Là, je vais parler voilà, dans la low-tech, typiquement, il y a des choses qui sont intéressantes. On remet en cause certains dogmes du numérique normal, d'accord, notamment dans l'ubiquité, dans le fait de l'hyperconnexion, et on propose voilà, dans la low-tech d'autres approches sur des produits, des sites, des applications.
qui fonctionnent par exemple de façon asynchrone. Par exemple, Gauthier Roussel, dans son livre, il parle d'un projet qui s'appelle Dacanet, dans lequel on a des autobus qui voyagent dans les villages reculés en Inde. Ils sont pas connectés à Internet, mais ils émettent un réseau local quand ils arrivent dans le village. Les villageois peuvent se connecter, avoir accès à certains services, télécharger certaines choses qui sont du coup dans le serveur du bus, quoi, voilà, et passer des commandes sur certains produits. Et quand le bus revient dans une ville connectée, à ce moment-là, il charge les données des villageois et du coup, il permet d'assurer un service numérique de façon asynchrone. Et c'est vachement intéressant pour les designers de penser le numérique de façon asynchrone. En fait, je trouve que ça ouvre des perspectives qui sont riches dedans. Un autre projet vachement connu, c'est celui de El Paquete Setimanal, ou Semanal, qui est donc ce service, on va dire, un peu informel, voire pirate cubain, dans lequel les gens qui reviennent de Miami, avec des tas de nouveaux films, de séries, etc., un énorme disque dur, et les gens, ils viennent sur place, ils prêtent leur disque dur, mais c'est un service, ça coûte 1 euro par semaine, je crois, et on leur remplit leur disque dur avec des mises à jour de tous ces films, ils repartent avec. Donc, comme alternative à Netflix, c'est vrai que c'est clairement beaucoup plus, alors moins performant dans le sens où on n'a pas tout de suite à la demande le produit qu'on veut, donc c'est moins optimisé, notamment dans les flux d'achat, dans les comportements utilisateurs, etc. Cela dit, en termes d'usage, parce que ça rend le service d'une façon, assez pertinente, et notamment avec beaucoup moins d'impact, parce que t'as pas un stockage qui est accessible et dans lequel on va taper dedans à n'importe quel moment du jour et de la nuit, et si t'as 1000 personnes qui tapent dedans en même temps, ça pose tous des problèmes de bande passant. Et là, les gens viennent, ils récupèrent leur fichier, on a moins de problèmes d'obsolescence aussi, parce que avec ton terminal, même avec un très vieux terminal, un vieux disque dur, il y a vraiment une idée de résilience. Et c'est vrai que la low-tech, je sais pas, c'est peut-être une des questions que tu vas me poser après, mais c'est vrai que par rapport à l'éco-conception, dans lesquelles on est souvent, dans la réponse isopérimètre à un sujet, c'est-à-dire, je dois faire exactement la même chose, mais en utilisant, avec moins d'impact, avec des matériaux issus de biocompatibles, ou avec en utilisant moins d'énergie. Là, en fait, il y a une restriction de la périmètre fonctionnel, et notamment, c'est celui de ne pas être connecté tout le temps. Ouais, ça, il y a un vrai pas de côté fait en plus pour se reprojeter sur une nouvelle façon d'amener une expérience similaire dans la finalité, mais peut-être très différente dans son fonctionnement global et la structure du service en tant que tel. C'est ça. Alors du coup, on est très tenté quand on est designer comme nous, surtout, nous on est vraiment issus du produit, et en même temps, on a beaucoup de projets dans l'UX, donc on est vraiment tout le temps à la frontière entre les deux, très tenté de se dire, du coup c'est super ce que font les Cubains ou les Indiens, on peut s'inspirer pour nos marchés à nous, voilà. Et donc ça, c'est là qu'on a créé le Claude. Je sais pas si tu veux que je te le montre, et ça fait marrer tout le monde tout à l'heure. C'est un disque dur externe qui est tiens, je te le sens, hop. Une sorte de disque dur. J'ose pas imaginer combien d'heures on a passé, de journées on a passé là-dessus avec un ingénieur, sur la partie électronique, soft, etc. Et même en méca, pour avoir ce petit disque dur qui s'appelle donc Claude, comme le cloud à la française, quoi, voilà. Et qui est conçu, comme tu le vois, de standards hyper, connus et résilients. Typiquement, les cartes micro SD, elles sont encore utilisées. C'est un standard qu'on a depuis maintenant 20 ans, en fait, ces cartes. Donc, elles continuent à exister. Et ce standard USB, alors qui a évolué récemment, donc voilà, un projet, on voit qu'il date un peu à cause de ça. C'est des standards qui sont peu remis à jour, je pense que voilà aussi. Donc, l'idée d'avoir une sorte de numérique mature, en disant, à partir de là, on n'évoluera plus trop. On n'aura pas des cartes plus petites. Donc, voilà. Et l'idée, c'est que tu achètes ton disque dur, il est vide. Et puis, tu l'achètes avec une première carte pour tes études, et puis après, tu commences à bosser. Plutôt que d'avoir un disque dur plein très vite et d'en acheter un autre, de copier le contenu dans l'autre, etc. C'est une alternative au cloud, d'acheter ces petites cartes. Et puis, dans l'idée de se dire, tiens, la dernière saison
de telle série, voilà, tiens, je te la file, elle est entièrement là-dessus. Il y avait vraiment cette idée de choses intraçables, de choses faciles, de choses... Ouais, ça va, vous savez, il y a ces concours là, de gens qui échangent. Qu'est-ce qui est le plus rapide pour envoyer 400 Tera est-ce que c'est de prendre l'avion avec un disque dur ou de les envoyer en fibre optique ou, voilà, et quelle est la performance énergétique de ça? Donc, il y avait aussi cette idée de créer un standard. Alors, c'était assez drôle parce que, du coup, tu vois bien la filiation avec voilà, toute cette approche cubaine de la low-tech. On fait des tests utilisateurs, forcément. Alors, les gens sont c'est incroyable, on en veut, c'est super, donc on était trop contents, enfin voilà. Et puis finalement, on arrive à ce prototype, et du coup, en fait, on en a quelques-uns, et puis on se dit, bah tiens, voilà, j'en ai un, je vais voir ce que je fais avec. On en file un à des gens qui avaient exprimé leur intérêt, beaucoup. Alors, c'est pas le genre de service auquel tu peux avoir du tracking, des retours. Mais bon, les retours, c'était assez simple. C'est ah ouais, non, je l'ai pas sorti du tiroir. Ah, pourtant, j'ai essayé, mais en fait, oui, c'est vrai qu'en fait, par rapport au fait de mettre un fichier dans le drive, de bosser avec, enfin, ou d'accéder à un fichier par Netflix, il y a trop de friction. Enfin, c'est un pur, et ça, c'est un peu la limite, comment dire, que j'ai apprise dans ce genre. On a vite fait de jouer à la marchande, en fait, et de se dire, alors, ce serait bien si dans un monde, enfin, ouais. En fait, on n'y est pas encore. En fait, de la low-tech, d'Akanet ou de El Paquete, c'est une low-tech qui est subie. Peut-être que dans 50 ans, on aura besoin de cette produit, mais aujourd'hui, bon, à part pour un usage extrêmement militant, il y a une micro-niche. Enfin, nous, il y avait tellement d'investissements et tellement d'incertitudes que, voilà, quand on s'est rendu compte qu'on n'utilisait pas nous-mêmes le produit, c'était... Bon, je pense que ça en dit souvent très long. Voilà. C'est fou comme expérience autour de la low-tech. Tu as été un petit peu explorer un peu les extrêmes aujourd'hui qu'on peut retrouver dans certains pays assez loin de l'Europe. Ah, ça, c'est pas moi qui les ai explorés, c'est vraiment c'est Gauthier Roussel qui les a découverts du coup par des publications. Tu as créé le tien avec ce disque dur. À décrire pour les auditeurs, en fait, on peut mettre des cartes SD finalement dedans pour en recréer un disque dur comme on a l'habitude d'en voir et qui est donc plus interchangeable, plus évolutif. Et donc, finalement, tu as fait tout ce processus-là pour en arriver, en tout cas sur ce produit-là, à la conclusion que par rapport à l'état actuel de la société, c'était pas forcément aussi applicable que dans nos idéales. Et du coup, ce serait quoi les conseils que tu pourrais donner à des designers là qui nous écoutent et qui auraient envie de faire ce chemin d'exploration de la low-tech ou de l'appliquer de manière hyper concrète? Je pense que c'est bien de faire son propre chemin, d'explorer ses propres voies de toute façon. Moi, je dirais que voilà, là, on est en train de développer un nouveau projet autour du baby-foot, voilà, qui est également sur la low-tech, mais dans lequel on dit, c'est un peu plus, comment dire, le concept de base, c'est il y a des baby-foot et il y a de plus en plus de gens qui jouent au baby-foot. Ils se vendent de plus en plus de baby-foot en France. Voilà, on pense que c'est depuis le Covid, on a une vraie explosion. C'est quand même 35 millions d'euros de chiffre de vente de baby-foot en France. Voilà. Donc, avec des belles marques françaises comme Bonzini, Sulpier, René Pierre. Enfin, voilà, on a des... Et du coup, il y a voilà, ce sujet et nous, voilà, du coup, on est en train de développer un produit, voilà, autour de ça, dans le but de, comment dire, l'ambition extrêmement, comment dire, posée, voilà, et forte, assumée, hein, de dire, on va faire en sorte que les gens jouent plus au baby-foot, qui est un sport dans lequel les gens un jeu dans lequel les gens se rencontrent vraiment, entre classes sociales, entre genres, entre âges très différents, dans des bars, dans des boîtes, dans les lycées, dans tous les collèges. Maintenant, il y a des baby-foot, en fait. Il y a toute une nouvelle génération de gens qui arrivent, qui savent jouer au baby-foot. Alors, c'est quelque chose qui en était plutôt en recul. Bref, on va créer les conditions de faire en sorte qu'il y ait des gens aient plus envie de jouer au baby-foot que de jouer à Fortnite. Voilà, en gros, c'est ça. Et je pense que ce qu'on a appris, c'est qu'on est parti d'usages qui étaient réels, en fait. Donc, c'est un frémissement, c'est quelque chose, on essaie de partir dessus et de construire quelque chose qui appartiendra, voilà, à toute la communauté, qui soit assez clean, quoi, dans son modèle, qui est pas encore très défini, mais avec la volonté d'être vraiment situé sur les baby-foot et d'utiliser une technologie basse pour proposer des interactions fortes, parce que c'est toujours le même... et là, c'est une notion qui est plus issue de la notion de redirection écologique que de la low-tech. C'est la notion de suffisance intensive qui est
très très intéressante pour les designers. T'en as entendu parler? Pas trop. Alors la suffisance intensive, ça part du principe que tu vois, t'aimes écouter de la musique? Ouais. Ok. Tu vois, est-ce que dans un concert de Coldplay, par exemple, tu vois, où tu vibres avec 50 000 personnes, bon, tu as une certaine émotion, ok? Ouais. Et elle est forte, ok, très bien. Mais en même temps, quand tu vas au bistrot en bas de chez toi ou dans un festival avec 200 personnes, ou même 50 personnes dans une cave, et qu'il y a quelqu'un qui prend un micro, qui chante quelque chose qui te touche, tu vois, t'es touché autrement, en fait, d'accord? Et on voit bien que cette intensité de tes émotions, elle dépend pas du nombre d'argent qu'on a dépensé dans de la technologie ou pour te faire éprouver quelque chose. Voilà, donc en fait, recréer, aller chercher des choses toutes bêtes comme ça, je pense que c'est une des pistes vraiment importantes sur laquelle, en tout cas, on est en train d'explorer voilà, avec mon équipe voilà, dans ces domaines-là. Voilà. Merci beaucoup. Hyper intéressant. Tu en as déjà cité pas mal. Mais est-ce que tu aurais des ressources vraiment justement pour se former à ces sujets à recommander absolument, qu'il faut aller se lire, écouter immédiatement? Ouais, bah t'as Tony Fry, voilà, qui est Designing the Future, qui est vachement, qui est un livre très, comment dire, qui fait référence que j'ai pas lu malheureusement, mais il est de tous les gens que je cite s'appuient sur ce bouquin-là. Voilà, tous les livres d'Alexandre Monin autour de la redirection écologique. En fait, en France, on est en train de vraiment créer un courant qui est assez spécifique, qui est très adapté à notre culture et qui, je pense, a des chances d'être voilà de nous mettre sur une route qui sera voilà, qui n'est pas celle des États-Unis, de la Scandinavie, voilà, et qui, je pense, à mon avis, a plus de possibilités, qui est plus radicale, mais qui en même temps, on y est. Enfin, je pense que tu vois, là, c'était trop tôt. C'était ce que propose Alexandre Monin avec ces concepts de redirection écologique, une écologie du renoncement, de la fermeture. Comment est-ce qu'on arbitre, qu'est-ce qu'on garde, à quoi est-ce qu'on est attaché, qu'est-ce qu'on peut pas, à quoi on peut pas renoncer, à quoi on peut renoncer. Voilà, c'est passionnant et très inspirant voilà, pour les designers, je trouve. Eh ben, un grand merci. C'est des ressources que je regarde pour l'instant assez peu, mais je vais me pencher de ce pas. Si tu veux, je te laisse le mot de la fin pour dire peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver. Voilà, si tu as une petite phrase, une petite conclusion, le micro est à toi. Bah, ouais, alors du coup, bah, c'est si peut-être un mot sur les différents collectifs dont je fais partie, voilà, qui sont bah, on a toujours besoin quand on est designer d'être pas tout seul, quoi. C'est un des trucs, on est souvent isolé, c'est surtout quand on est freelance, quoi, quand on a la chance d'être dans des grosses agences ou dans des grands groupes, on a plein de collègues, mais bah voilà, du coup, il y a en Rhône-Alpes, il y a deux réseaux qui sont super chouettes. Il y a donc Designer Plus, qui est un réseau de designers indépendants. Donc, si vous êtes en Rhône-Alpes indépendant, surtout, contactez-vous. Et puis Nicolas Roche, qui a créé ce collectif qui s'appelle Zoépolis, autour d'un design désanthropocentré. Alors qu'il y a une question un peu parallèle encore à la question de la redirection écologique, qui est également voilà, très intéressante, sur laquelle je suis moins... mais voilà, qui fait un travail vraiment intéressant. Et puis au niveau national, les designers éthiques ont sorti un super livre sur l'éco-conception de services numériques, voilà, et qui a un beau réseau avec plein de gens chouettes. Design.